Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes 2 enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Bonjour Susanna, et merci pour cette invitation et cette invitation à la parole et à déposer la parole d'un père. Donc, je suis Sébastien, j'ai 51 ans. Je suis le père de 5 enfants dans les étoiles et en chemin de couple depuis 27 ans avec ma compagne Amélie. Et j'aime souvent me présenter sous cet angle, on va dire, familial, plus que professionnel. Parce que la famille occupe, on va dire, beaucoup de place dans mon histoire de vie. Voilà. Et sinon, à côté, je suis thérapeute. Je mets mon énergie aussi à cet endroit pour accompagner les gens, et en l'occurrence les hommes et les pères, à cheminer. Et voilà. Super. Voilà en quelques mots. Merci. Est-ce que tu as toujours eu envie d'être père? Je crois que je me posais pas forcément la question jusqu'à ce que je rencontre Amélie. Et qui était ma voisine de palier, et notre histoire a commencé là, à cet endroit, comme dans les romans ou les séries. Et on n'avait que 2 appartements, et elle avait le rose et moi j'avais le bleu, enfin un truc très très caricatural. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'histoire. Et une des premières questions d'Amélie, c'est est-ce que tu veux des enfants, quoi. Et parce qu'elle avait très envie sa maternité, voilà, c'était vraiment très très important pour elle. Je crois que ça a été une des premières questions qu'elle m'a posées. Oui, j'ai dit oui, quoi, pas pour faire plaisir, pour faire le gars qui dit bon bah tiens, je vais marquer des points. Mais ouais, je crois qu'il y avait vraiment ça. Mais c'était un oui avec quelque chose de très évasif en fait, parce que finalement, c'est quoi la paternité, comment on devient père, comment on est père, euh, comment va naître le lien à l'enfant, enfin il y a tout un tas de choses. Je crois que oui, je me posais pas beaucoup de questions, mais il n'y avait pas forcément une envie prégnante et effective, on va dire, d'accueillir des enfants, quoi. Est-ce que tu avais certaines peurs, comme par exemple de reproduire des choses que toi-même tu avais vécues en tant qu'enfant? À ce moment-là, non. Je crois que j'avais vraiment, il n'y avait pas de peur à proprement dit parce que je l'amenais pas à ma conscience en fait. J'ai pas amené ça à ma conscience à dire que il y a toute une dynamique en fait d'inconscient collectif, familial et personnel qui va se mettre en œuvre, on va dire au moment où on va avoir un enfant, quoi. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est important. Ça peut paraître, ça me venait pas à l'esprit en fait. J'étais pas dans une dynamique proactive et me dire ah bah tiens, il faut que peut-être que je prépare ça, et si je m'interroge sur ce qu'elle va induire, est-ce que ça va venir réveiller des choses en moi. J'aime bien dire que quand un père est sur le point d'avoir un enfant ou d'accueillir un enfant, le terme avoir, c'est toujours quelque chose de, je suis pas forcément à l'aise quand on dit avoir un enfant, mais bon, du coup, on va dire, j'aime bien dire accueillir un enfant. Et c'est qu'il va y avoir 2 enfants à accueillir. Il va y avoir l'enfant à naître, voilà. Et puis il y a aussi notre propre enfant intérieur qui va revenir sur le devant de la scène et qui va venir dire plein de choses, quoi. Et ça, je crois que j'en avais pas forcément conscience, quoi. Donc voilà.
Ah, je l'avais jamais vu comme ça. Moi, je dis souvent que quand il y a un enfant qui naît, il y a aussi un père, une mère, une famille. Mm. Mais l'enfant intérieur qui se réveille, je l'avais pas vu comme ça. Effectivement, je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Ouais, C'est assez bouleversant. ouais, clairement. Hmm. J'étais pas, tu vois, dans cette conscience-là, en fait, par rapport à ta question. Hmm. Ok. Mais c'est sûr que c'est venu pour le premier réveiller tout un tas de choses, quoi. Puis moi, Hmm. je suis le premier aussi de ma fratrie. Enfin, voilà. Enfin, bon, il y a toute une histoire, en fait. Ça réveille tout. Ma mère voulait 4 enfants. Elle a fait une descente d'organes. Elle a pu en avoir que 2. Puis nous, on en a eu un 5, tu vois, avec toute une histoire. Et oui, il y a tout un tas de choses. Et puis, qu'est-ce que ça me présente comme miroir, cet enfant? Donc, il y a oui, il y a quelque chose qui vient s'éveiller au-delà, en fait, de la présence physique de cet enfant qui arrive au monde, ou qui est en chemin pour le monde d'abord et ensuite qui arrive au monde. Il y a des choses intérieures un peu importantes qui se passent. Tu rencontres ta voisine de palier, vous vous mettez en couple, elle Ouais, vous c'est dit ça. qu'elle veut des enfants, et un jour, Oui, ça se concrétise. Donc ça se passe comment, cette histoire? c'est ça. 3 ans, bah, c'était 3 ans, ouais, 3 ans après. Hmm. 3 ans après, on s'est rencontrés en 98. Et en 2001, on s'est mariés. En 2002, Adam arrivait. Donc, c'est très classique. Un jour, un matin, elle est venue, voilà, avec en me présentant les petits chaussons, en disant, bah voilà, et c'est très romancé, et peut-être. Et en fait, je me dis, je vois les chaussons, et en même temps, en tant que qu'homme et que père, j'ai du mal à me projeter, me dire, oui, ça y est, il y a la vie qui est en elle, qui est en chemin. Enfin, il y a la vie qui est en moi aussi, mais il y a une deuxième vie qui est en chemin à l'intérieur d'elle, et c'est pas si concret que ça, c'est pas très palpable en fait. Tant que t'as pas les modifications physiques, on va dire, du corps d'Amélie qui était présente et manifeste, et avec pour moi ça restait un peu c'était impalpable en fait quoi. Pour l'amener à ma conscience, ça a été difficile quoi. Ça a été difficile. Donc il y avait quelque chose qu'elle me présentait comme un événement qui était en chemin, et en même temps, c'est difficile de le concevoir, moi, en tant qu'homme, quand je voyais ça. Et comment tu as réussi à tirer le fil pour te rapprocher de cet événement qui était aussi à toi, même si c'était pas dans ton corps? Comment tu as réussi à te Ouais. connecter plus à cette grossesse? Pour l'homme que je suis, je pourrais raconter 5 histoires de pères différents avec les 5 enfants, en fait, qu'on a avec Amélie. Et je vais dire que pour le premier, Adam, qui a 23 ans aujourd'hui, euh, c'est assez caricatural et pas forcément. Euh, C'est-à-dire que quand je dis ça me satisfait pas, c'est partie de mon histoire, j'ai fait la paix avec et ce qui s'ensuit, mais c'est très caricatural de se dire que c'était quoi ma place. Ma place, c'était d'aller travailler, j'avais pas conscience de ça. Enfin voilà, j'étais là pour subvenir à quelque chose, les besoins de ma famille. Enfin, quand je le dis, j'en ai conscience, quoi. Tu vois, c'est des trucs, c'est très caricatural. C'était difficile pour moi de me rendre compte, en fait, de ce que vivait vraiment Amélie, quoi. Et je crois que la communication, peut-être qu'elle me le disait et j'arrivais pas à le percevoir, en fait. Donc je crois que j'ai pu rentrer dans ma paternité quand Adam est vraiment arrivé, quand le jour de l'accouchement est arrivé. Bon, ça, voilà, j'ai essayé d'être présent en tant que faire se peut, mais tout en n'ayant pas forcément, je me suis pas vraiment informé de tout ce que ça pouvait induire, de ce qui pouvait se passer. C'était une amie en fait qui était sage-femme aussi, qui accompagnait Amélie dans son accouchement, même si on l'a fait dans un environnement hospitalier. Euh, ouais, il y avait une forme de distance en fait, pas savoir trop. Et puis c'était quoi ma place dans toute cette histoire. Et même au début en fait de l'histoire, je crois que j'avais du mal à me positionner quoi. C'est quoi mon rôle dans tout ça? Qu'est-ce que j'ai envie? Comment j'ai envie de m'impliquer? Comment je tisse le lien? Et donc ça s'est fait en fait ça s'est fait dans l'instant, au fur et à mesure quoi. Je crois que j'ai eu une chance, j'allais dire, c'est qu'Amélie était encline, elle avait vraiment envie aussi j'occupe cette place en fait de père. Donc elle m'invitait aussi à ça quoi. Parce que des fois ça peut se passer qu'il n'y a pas forcément d'invitation et la mère n'a pas forcément non plus envie en fait que l'homme rentre dans cette dynamique-là. Mais en tout cas moi je crois qu'il y avait vraiment ça. Donc j'ai vraiment appris quoi, appris et puis bah j'ai réussi quoi à trouver cette place. Mais au fil du temps, ça s'est pas fait spontanément quoi. Il y a une forme de lucidité quoi et d'authenticité. Et je dois enfin m'avouer et avouer que c'était pas évident en fait. Je crois que si j'avais pas eu de sensibilisation en amont, d'informations, d'échanges vraiment avec d'autres pairs, et du coup je l'ai découvert en fait sur le tas. Et je crois que de mon expérience aujourd'hui, ça peut être sympa d'avoir quelques petits tips avant quoi, ou tu vois,
Que ce soit pour toi, pour le couple, pour la relation, enfin voilà, pour la maman, comment t'accompagnes, comment tu fais ça, et voilà. Mais je suis en paix avec ce père-là, quoi, avec le père que j'ai été, et la relation à mon fils de 23 ans voilà, est très belle aujourd'hui, et même si, entre guillemets, si on pouvait rembobiner, mais ce qui n'est pas le cas, je fais autrement, mais c'est en tout cas. C'est une forme d'apprentissage à cet endroit. Est-ce que Amélie t'a démontré à des moments qu'elle se sentait un peu seule ou même elle vivait dans ce schéma qu'en fait on connaît tous parce que c'est le schéma classique et elle se rendait pas forcément Mmh. compte que tu arrivais pas à trouver ta place? Oui, se sentir seul, oui, on a pu, voilà, poser et pacifier aussi entre nous, quoi, ce bout de chemin ensemble, et cette expérience de sa première grossesse. Oui, il y a eu un sentiment de solitude pour elle, clairement, clairement. Enfin, oui, pour moi, j'arrivais pas à percevoir parce que je passais ma journée au travail. Enfin, quand je te dis tout ça, c'est vraiment c'est très caricatural, quoi. Tu vois, je mettais toute mon énergie à cet endroit, et en rentrant, Adam il n'était pas là, en fait. Il était à l'intérieur d'elle, mais il n'était pas là physiquement pour moi, et elle aurait besoin de soutien, et surtout à ce moment-là, quoi, dans ce moment de grossesse où ça devient besoin de prendre soin, en fait. J'ai mon histoire personnelle, tu vois, dans ma lignée, dans la manière, est-ce que les pères ont été présents, de quelle manière ils ont été présents, et comment ils ont occupé leur place. Elle avait conscience. Amélie est psychologue, quoi. Donc, bon, tu vois, il y a un peu la fibre, elle est psychologue, donc il y a un peu, voilà, la fibre de l'histoire des gens, les incidences, et tout ça. Et je crois que oui, elle avait bien conscience que ma place n'était pas évidente, en fait, et comment me positionner par rapport à tout ça. Où mettre mon énergie, de quelle manière, et comment ça pouvait servir, elle, ce qu'elle vivait dans cette expérience de la maternité et de la grossesse, et puis moi, comment ça pouvait me servir pour qu'on reste en lien aussi pour notre couple. Et donc t'étais pas du tout préparée et ce premier accouchement, du coup, ça se passe comment? Quelle place tu occupes? Est-ce que tu arrives quand même à être là, présent pour elle, ou vu que de toute façon la sage-femme est une amie, est-ce que tu délègues entièrement, tu te extrais entièrement? Bah écoute, oui, non, c'était ça, quoi, clairement. Enfin, j'étais présent, mais enfin, des fois, c'est le caméraman, quoi. Tu vois, le truc, bon, voilà, c'est un peu ça mon rôle, tout en étant là en soutien, parce que enfin, ce que j'ai touché là, c'est un profond sentiment d'impuissance. Parce que Amélie a choisi de faire ses 5 accouchements sans péridurale. C'était une volonté pour elle de se sentir, en fait, et de ressentir son corps, et de vivre l'expérience, voilà, de cette manière. Et j'ai essayé de faire au mieux en fonction des besoins. Elle, c'était une découverte aussi, quoi. Donc, voilà, c'était son premier accouchement. Et Sandra qui était là, elle, c'était son job. Donc, ouais, j'avais l'impression d'être là, mais au mieux de ce que je pouvais faire, et de répondre si tant est, tu vois. Ça peut être donner la main, ça peut être, voilà, d'essayer de rapporter quelque chose. Et les trucs caricaturaux, tu vois, de cheater, enfin, sans que ce soit excessif, quoi. Tu vois, c'est vraiment les trucs, je pourrais faire une BD, tu vois, comique, de dire, tu sais, tu cheats l'eau, voilà, parce qu'il faisait chaud à ce moment-là, parce que tout ça, et ouais, c'était un sentiment de faire au mieux avec ce que j'étais à ce moment-là, quoi. Et donc tu dis que chaque naissance c'est une autre version de toi-même qui est là. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième? Qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième? Ambre, déjà c'était une fille qui est arrivée, deuxième, donc il y a quelque chose aussi de différent un peu qui s'installe. Et puis tout n'est plus une découverte, quoi. Parce que, enfin, on a une force dans notre couple avec Amélie, c'est quand même qu'on arrive à échanger, à se poser, et puis à cheminer chacun de notre côté avec les miroirs qu'on se renvoie, et puis ensemble, voilà. Donc notre relation est basée aussi là-dessus. Et donc, on a pu parler aussi des choses, voilà, des manquements peut-être, ou des écueils, de ceux dont avait les besoins et j'étais pas présent. Elle, c'était plus une découverte non plus dans sa grossesse. Donc voilà, je crois il y a eu, il y a eu une présence qui a été aussi plus importante. Même si moi je continuais à travailler, elle était à la maison, il y avait Adam qui était petit, donc c'est encore un autre challenge en fait pour une maman Il de avait gérer quel ça, âge? c'est-à-dire Adam il avait 3 ans en fait quand Ambre est née. Ils ont 3 ans d'écart. Alors, Adam est né en juin et Ambre en avril, donc voilà, il y a un petit 3 ans d'écart, mais né en 3 ans d'écart. Et puis avec une boule d'énergie, quoi. Adam, c'est une énergie de fou, et qui avait un grand besoin en fait de présence. Donc ouais, il y avait quand même ça aussi elle pour gérer. Et moi, j'étais pas. Quand je rentrais à la maison, c'est toujours pareil, c'est le même schéma, quoi. Tu vois, quand je rentrais à la maison, j'avais quand même ça, quoi. C'est-à-dire j'avais mes journées, mes problématiques de travail, et elle avait un besoin, c'est que je puisse être en lien avec Adam et qu'elle puisse moins se poser et se déposer à des endroits. Donc
Tu faisais quoi à Je crois cette que époque-là? j'étais dans la banque en fait. J'étais en marketing en banque. Mm. Et c'est vrai que enfin, c'était mon travail occupait une place importante, quoi. Mais toujours avec l'idée, bah oui, mais il y a l'idée de subvenir aux besoins de la famille, enfin, ces trucs-là, quoi. Alors que, bah, tu peux très bien le faire tout en étant plus, tu vois, plus présente, quoi. C'est la place que tu laisses aux choses, en fait, et quel choix tu fais. Ça reste de ta responsabilité, en fait, ces choix-là. Mais oui, je crois qu'il y a eu ça, et puis, bah, l'accouchement, c'est encore Sandra, en fait, qui était présente à ce moment-là. Et donc, bah, différent. On avait déjà une première expérience. Donc, c'est différent. Dans ma place et autres, je pense que j'étais plus à l'écoute. Je découvrais pas tout parce que tu as plein de choses. Tu découvres l'environnement médical, tu découvres une sorte de cheminement, puis des mots aussi quand même. Tu vois, tu as quand même un vocabulaire qui est propre aussi à cet endroit-là. Donc, si tu découvres tout, enfin, si je reparle là-dedans, enfin, t'es un peu paumé, quoi. Tu vois, c'est comme si quelqu'un devait s'occuper de quelque chose et qui a un vocabulaire technique que tu connais pas, bah, enfin, t'es plus dans ta tête à dire ouais, ça veut dire quoi. Et donc si tu as aussi une forme d'information et d'échange en amont, bah, t'es déjà plus à même de mettre un peu plus de fluidité et de légèreté à des endroits où si tu sais rien du tout et que tu débarques à un endroit où t'es complètement paumé, quoi. Ah, c'est clair. Donc ce qui s'est passé, ouais, il y a ça, c'est que ça a été plus léger néanmoins, mais bon, Ambre est arrivé, il y avait d'autres trucs, voilà, par rapport à son poids, par rapport à sa manière. Donc tu découvres, enfin, on a découvert des choses presque à chaque accouchement, quoi, à chaque accouchement. Mm. Et c'est vrai que je me souviens des premiers rendez-vous de suivi de grossesse, j'étais complètement larguée par rapport aux termes qui étaient utilisés, alors que je suis une femme, hein, que je vais en Mmh. suivi gynécologique, normalement, je connaissais mon corps, voilà, il y a plein de choses que normalement je devrais déjà savoir, mais que je savais pas. Et mon mari, pareil, donc, il y a vraiment beaucoup de termes techniques qui sont pas évidents. C'est pour ça que Si on a fait une... dans Gardien de la naissance, j'ai fait un petit lexique simplifié avec tous les termes qu'on ne connaît pas. Parce que Non, mais vraiment, c'est important, t'as raison. Mmh. Ouais, t'as raison. Et si, il y a quelque chose, en fait, on a fait de l'autonomie, en fait, la grossesse, en fait, d'Amélie pour Ambre. Et, euh, et c'est vrai que l'autonomie, moi, m'a permis de conscientiser, parce que, de trouver aussi un peu une place, de me dire, tiens, je peux contribuer. C'est de quelle manière je contribue, parce qu'Amélie peut dire des choses, mais de manière je contribue et j'acquiers une forme de savoir pratique qui peut vraiment venir aussi soulager les douleurs, quoi, quand tu es plus en fin de grossesse ou autre. Puis le contact. C'est-à-dire qu'à partir de 5 mois, tu vois, quand le bébé commence à bouger, tu dis que tu peux entrer en relation, en fait. Je crois qu'il y a ça qui a été riche pour moi, en fait, dans cette découverte, dans cette deuxième grossesse. C'est-à-dire, tiens, l'autonomie, cet art du toucher et d'entrer en relation avec l'enfant, et même s'il y a, entre guillemets, une barrière de la peau, en fait, de la maman qui est là, mais tu entres en lien et dans la matière. C'est-à-dire que tu peux descendre en fait du mental, de se dire ah oui, il y a un enfant qui est en chemin et voilà, et c'est ma fille qui va naître d'ici quelques mois. Là, tu dis ah non, je suis en lien avec elle. Et le fait de pouvoir aussi jouer d'une certaine manière, de se dire ah si je mets mes mains comme ça, elle vient se lever. Tu vois, rien que le fait de le redire, ça me remet dans une émotion de se dire ah je concrétise l'aventure intérieure qui est en train de se passer dans le corps de ma femme, mais moi je peux la vivre aussi, même si je suis à l'extérieur et que je suis pas encore dans la rencontre physique avec mon enfant. Quoique, il y a une forme de rencontre énergétique ou une rencontre émotionnelle qui est là, qui dit ah oui, ça je peux le palper en fait. Et du coup, ça me permet de conscientiser, de sortir, de pas avoir seulement une aventure mentale, de dire ah oui, elle en peut. Non, je vis aussi d'une manière corporelle et émotionnelle plus forte, ce qui est en train de se jouer dans la vie qui arrive et voilà, et dans la rencontre effective. Bah, la rencontre commence déjà en amont. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, l'autonomie, c'est quand on touche le ventre de la maman de manière consciente, on appelant son bébé, et le bébé, effectivement, il vient, il répond à l'appel et il vient se mettre contre la main de la personne qui l'appelle, normalement de papa. C'est ça, hein? C'est ça. C'est Ouais. ça, puis tu le fais, la voix, tu vois, c'est pareil, la dynamique de la voix, de parler, les sonorités, le chant, et puis aussi de physiquement, de pouvoir soutenir aussi ben, le corps de la femme quand même est soumis largement à contribution Ouais. dans cette dynamique de grossesse. Et comment toi tu vois, je vois ta tête qui dit ah oui, oui c'est vrai, je vois bien de quoi tu parles, mais bon, moi je l'ai pas vécu, mais je sais qu'à cet endroit tu peux venir voir soulager, tu vois, des tensions, de pouvoir aussi détendre le corps, d'ouvrir aussi l'espace. Et donc il y a vraiment ce sentiment de contribution et de vivre avec que j'avais pas touché forcément, tu vois, avec Adam, tout vraiment. Parce que je me sentais faire partie d'eux à cet endroit
et puis être le gars à côté, tu vois, qui bah déjà, enfin voilà, qui est le caméraman ou qui est, tu vois, le gars qui va chercher un truc à manger parce que c'est ça qu'elle a envie de manger. J'étais plus en marge de quelque chose. Mais bon, ça tenait de ma responsabilité aussi, quoi. Mais c'est comment ensemble, en fait. Je crois que c'est ça. Ce terme ensemble me tient beaucoup à cœur, en fait, dans mes accompagnements ou pour, tu vois, ou pour le couple. C'est comment on arrive à rester ensemble, chacun bien sûr dans le vécu de son expérience, mais comment on fait vivre aussi cette relation dans le ensemble et comment on peut le vivre, oui, tous les deux en fait, des moments en fait tous les deux, même si l'aventure se passe à l'intérieur de la femme quoi. Tu vois, je suis touché de revivre ça parce que quand tu me poses cette question, c'est ça qui revient et oui, ça me remet dans cet élan de me dire, oui, il y a quand même une franche différence entre le père, tu vois, qui a vécu cette première grossesse et le deuxième qui se dit, ah oui, tiens, il y a une forme d'implication et de place où je me sentais beaucoup plus présent et impliqué et pouvoir m'impliquer, quoi. Est-ce que du coup tu as ressenti cette différence à l'arrivée de ton bébé? Est-ce que tu t'es senti plus connecté à ce deuxième bébé sur les premières semaines par exemple que pour le premier? Ouais, pour moi, c'était vraiment différent. Je crois qu'il y a cette connexion physique, émotionnelle qui était présente. Alors c'est vrai que, enfin, pour moi aussi, c'est une fille qui arrivait. Donc, tu vois, quand on parlait des liens aux enfants et du cheminement et d'évolution, bah, Adam, lui, c'était l'aîné de la fratrie. Donc, comme moi, il me renvoyait plein de choses. C'était le même type de gamin que moi. Il dormait pas. Il avait une énergie de fou. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de cette énergie-là? Donc lui, forcément, Adam, il me faisait travailler, enfin, cheminer d'une manière qui était différente, quoi. Que Ambre qui arrivait, tu vois, qui était plus délicate, douce, puis c'était une fille, donc il y avait quelque chose qui était vraiment différent aussi dans le lien pour moi, donc parce que ça me revoyait, en fait, en tant que père, au-delà de l'expérience d'Adam et du premier, j'avais aussi euh, une posture qui était différente, quoi. J'avais une posture qui était différente dans mon lien, et avec le sentiment, effectivement, que le lien avait été tissé en amont. Et donc, comme déjà la relation en amont, en fait, avait été tissée, bah, c'était différent. Puis tu vois, j'ai le portage, en fait, tu vois, c'était différent aussi, quoi. Le portage a commencé à ce moment-là, mais j'étais presque un extraterrestre, moi, tu vois, il y a 23 ans, avec l'écharpe. Bon, là, déjà, tu prends un cours pour monter l'écharpe. Tu vois, dans toi, alors, en quel sens je la passe, parce que t'as pas forcément, tu sais, les trucs qui se clipsaient, et puis c'est tout. Donc, c'est vraiment les écharpes, en fait, qui font des longueurs donc t'apprends à faire des nœuds, et voilà, pour que ce soit quand même sécure pour le bébé. Et puis, oui, il y avait ça, quoi. C'était chouette. Le fait de sentir aussi cette proximité. Donc je crois que oui, il y avait une implication qui était vraiment différente, quoi. Donc tu passes de caméraman au père Ah, c'est ça, impliqué qui fait de l'autonomie et du portage. Donc là, acteur. on est qu'au deuxième enfant, Ouais, hein. Donc qu'est-ce qui c'est se ça, passe pour le troisième? acteur. Je passe à acteur. Mais écoute, après, dans l'idée, après la vie est surprenante, hein, tu le sais. Euh, le troisième enfant, Anton, est arrivé, on va dire, sous stérilet. Donc, Ambre est née en 2005 et en 2008, Amélie tombe enceinte sous stérilet. Pour nous, ben, c'était OK. D'enfant voulu, pas voulu, désiré, pas désiré, voilà, prévu, pas prévu, programmé, pas programmé. Enfin, il y a plein d'adjectifs et chacun, voilà, ça vibrera pour chacun. Mais d'où on a choisi, nous, d'accueillir cet enfant qui était là, quoi, qui arrivait. Et donc, bah, voilà, on s'est mis dans cette disposition d'accueillir ce troisième enfant après Ambre, bah, 3 ans après. Et puis, bah, finalement, les choses ne se sont pas prévues, enfin, ne sont prévues comme voilà, peut-être qu'elles étaient prévues par la vie. Et Amélie il y avait un accouchement qui était prévu, qui n'a pas pu se faire, qui s'est fait de manière un peu, comment dire, enfin, qui était imprévu, on va dire. Et puis à l'issue de cet accouchement qui a été difficile, le placenta, pareil, voulait pas sortir. Donc, ça a été très très compliqué pour Amélie. Cet accouchement, il y avait vraiment alors toujours sans péridurale, et il y avait une forme d'intensité en fait à cet endroit. C'était très 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 forte à vivre, et où moi c'est pareil, j'ai fait au mieux pour trouver cette place. Il y a eu une forme aussi de médicalisation qui était beaucoup plus prégnante, une légèreté nettement moins présente. Et voilà, donc les choses se sont faites. Et Anton est arrivé. Et c'était particulier, quoi, vraiment particulier cette naissance.
Pardon, qu'est-ce que tu veux dire par l'accouchement était prévu et il n'a pas pu se mener comme... est-ce que c'était toujours votre amie sage-femme qui était là? Est-ce que c'est ça qui a changé? Ouais, elle avait déménagé, c'était pas comme ça, et du coup, voilà, c'est beaucoup plus médicalisé, beaucoup plus impersonnel d'une certaine manière, imprévu aussi dans le moment où ça s'est passé, où Amélie, c'était pas, on est allé en fait sur place, puis finalement on dit bah faut qu'elle reste, voilà, l'accouchement va se faire, vous pouvez pas partir, donc tu as une forme d'effervescence en fait incontrôlée, tu vois, quand la vie te présente ce genre de choses, tu te dis waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis après le placenta, enfin voilà, une fois qu'Anton était né, c'était difficile la sortie, vraiment, voilà, entre le col, entre les contractions, tu voyais, il y avait vraiment une souffrance aussi d'Amélie. Donc là, c'est là que tu retouches en fait ton impuissance. C'est l'être aimé qui est là et que tu vois, qui est en train d'accompagner la mise au monde d'un enfant. Et toi, il y a une forme de sentiment d'impuissance en tant qu'homme à cet endroit, qui est assez frustrante. T'aimes bien prendre un peu de cette douleur, mais tu peux pas. Et une fois Anton arrivé, et ben c'était un enfant qui avait quasiment toujours les yeux fermés et qui était pas très tonique. Et nous, on connaissait pas ça, quoi. Avec Adam et Ambre qui étaient, c'est des boules d'énergie de fou. Voilà, il y avait quelque chose qui était très. Et puis, au bout de 8 jours, en fait, Amélie m'appelle, je suis au travail et elle me dit, Anton va pas bien. Et donc, je vais pas épiloguer trop, mais va pas bien. Et donc, je la retrouve à l'hôpital, en fait, à 14 heures, je crois, à peu près. Et puis, il y a eu tout un cheminement et tout un tas de choses. Et puis, vers 23h30, minuit, il était décédé, en fait. Donc, il a eu un entérovirus, en fait, un virus d'une gastro, et comme un nouveau-né n'a quasiment pas de défense immunitaire, et ben voilà, elle fait, et donc ça a été très 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 complet, quoi, avec des phases, en fait, de dire oui, c'est bon, ça va mieux, il transfère à l'hôpital en hélicoptère, mais toi, tu peux pas monter, parce que ils ont pas le droit d'embarquer les gens, donc tu fais 80 bornes pour aller là-bas. Et donc, Anton décède au bout de 8 jours, en fait. Et d'un moment de liesse, en fait, se transforme en un moment macabre et avec que les enfants qui sont petits, tu vois, qui ont 5 ans et 2 ans, qu'il faut expliquer que leur frère est décédé et qui vivent après tout un tas de choses dans la famille à cet endroit par rapport à la mort, par rapport à ce qui était censé être un moment de joie et qui devient un moment tu traverses en fait la vie dans ces moments sombres et comment tu fais pour le traverser, quoi. Donc ça, c'est vrai que ça a été la troisième expérience en fait, bon, qui n'a rien à voir et que je souhaite à personne dans l'idée, mais qui est, quoi, et qui fait partie des moments de la vie, et où c'est comment tu fais pour entamer ce chemin de résilience, seul et ensemble, pour pas se perdre, parce que je sais qu'il y a des parents qui se perdent, en fait, dans ce chemin de résilience. Et puis, comment tu fais aussi pour être aussi présent, autant que faire se peut, avec tes enfants qui sont quand même petits, quoi, tu vois, qui ont 5 ans et 2 ans, et si c'est 3, et qui vivent, aussi pleinement tout l'émotionnel, en fait, de leurs parents, et aussi eux-mêmes, quoi. Le fait de se dire, on était censé être 3, et finalement, on n'est que 2, et donc se joue tout un tas de choses, en fait, autour de la mort, autour de l'absence, autour du deuil et du cheminement, et avec toutes les choses qu'on peut imaginer, de se dire que non, normalement quand tu te prépares à être parent, enfin, je veux pas, tu vois, c'est ça aussi, des fois j'ai dit je vais pas plomber, quand je dis tu vois j'ai 5 enfants dans les étoiles, je vais pas plomber le truc, mais en même temps ça fait partie aussi des histoires et de la vie, et de se dire que t'es pas câblé en fait pour te dire tiens, il faut que je choisisse une petite tombe, je choisisse un petit truc, quelle couleur je le prends, et comment c'est quoi les démarches, tu vois, pour enterrer ton enfant, quoi. Donc il y a eu et puis voilà, il y a eu cet événement là qui aujourd'hui fait partie d'une des expériences de ma vie, je suis en paix avec ça. Et puis le père que j'étais aussi, parce que j'étais quand même très câblé, tu vois, scientifique, après Saint Thomas, je crois que ce que je vois et tout ça. Et pour cet enfant, j'ai toujours une berceuse pour chaque enfant. Je chante beaucoup et j'ai toujours chanté pour les enfants. Et autant pour Adam, c'était Jairus Rock, tu vois, d'Elvis Presley, tu parles, tu vois, je l'endormais un peu comme les gens, tu vois, dans certains pays africains où les berceuses sont là aussi pour les enfants libèrent les tensions et après ils s'endorment une fois que les. Et pour Anton, j'avais choisi Alléluia, quoi. Tu vois, avant qu'il naisse, c'était Alléluia, la chanson et que j'avais choisi. Et des fois, je me dis, bah oui, tiens, c'était une part de moi qui savait, ou j'en sais rien, quoi. Tu vois, qu'il y a quelque chose qui allait se passer, et c'était sa berceuse, quoi, Alléluia. Et par contre, pour Anton, je suis très content, c'est que je suis très content. Oui et non, c'est que j'étais plus présent, et j'avais aussi, par contre, dit, je profiterai après, quand il voit, une fois de la sortie de la maternité, et quand ce sera installé, je profiterai après. Et finalement, j'ai pas eu le temps de profiter, quoi. Donc, tu vois, des fois, s'il y a des messages ensuite là-dedans, c'est de se dire, ok, je profiterai après. Ouais, ouais, l'idée, c'est ici et maintenant, quoi. Est-ce que tu as envie de prendre soin, et profite maintenant, quoi, parce que des fois, la vie,
elle propose des choses que tu peux pas concevoir, tant mieux qu'on puisse pas les concevoir, les mentaliser. Profite là, quoi. Te dis pas, bah oui, c'est après que, enfin, comme beaucoup de choses qu'on fait dans la vie, hein, on va se dire, bah oui, on le fera après, on profitera après, j'appellerai après, je prendrai soin après, on se verra après. Bah, des fois, c'est important de le faire maintenant si ça te tient à cœur, quoi. Voilà. Ah, je suis un peu émue. Ouais, Un mais c'est peu ok. beaucoup. Ça se sent que tu as déjà beaucoup travaillé sur le sujet pour être aussi apaisé. Et c'est vrai que c'est fort, hein, décès d'un bébé si petit après une grossesse. Ouais. Oui, je peux en parler. Du coup, je peux accompagner. Tu vois, ça m'est arrivé d'accompagner aussi les autres. Ouais, il y a une forme d'intensité d'expérience de la vie auquel t'es pas préparé, mais enfin, tu vas te préparer à dire, tiens, mon enfant va mourir, quoi. Tu vois, ça, autant tu peux te préparer à ce que tu deviennes père, à ce que ton enfant te fasse père, autant se dire, tu vas pas dire, tiens, je vais faire une formation pour te dire, tiens, mon enfant va mourir. Et heureusement, parce que sinon tu vis plus, quoi. Tu vois, c'est pas possible de concevoir ce truc-là. Donc tu le traverses après, autant que faire se peut. Et donc, du coup, ouais, avec Amélie, on est resté, je crois que c'est pareil. On a réussi à traverser ça ensemble, bon, chacun de notre côté. Et tu vois, quand ton accompagnement aussi est pour les papas, quelque chose que j'ai vécu et pour mettre un peu plus de légèreté, c'est que moi, j'ai rien trouvé, quoi. Tu vois, même Amélie écrivait sur Magic Maman. Il y avait ce site, la Magic Maman, qui était là, et tu avais les mamanges, en fait, et donc il y avait une section qui était dédiée, en fait, aux mères qui avaient vécu, qui vivaient de plein fouet la perte d'un enfant. Mais il n'y avait pas de section papange, il n'y avait pas de section... À ce moment-là, hein, d'accord, c'est pareil, donc du coup, c'était en 2008, donc c'était il y a 18 ans. Et moi, j'avais pas d'espace, mais je sais même pas à qui en parler, quoi, en fait, tu vois. J'en parlais un peu à Amélie, mais qu'Amélie, elle était dans son truc, donc à qui j'en parle, quoi. Donc j'étais un peu tout seul avec ça, et donc je me suis retrouvé à écrire sur Magic Maman, tu vois, un père qui exprimait autant que faire se peut, bah, mon cheminement, quoi, toute la complexité de ce truc. Et puis, pareil, encore à cet endroit-là, je vivais encore la frustration de me dire que, waouh, Amélie, elle était dans un, ouais, c'était incroyable, quoi. Tu vois, et comment je fais pour accompagner, enfin, être présent au mieux tout en m'accompagnant moi-même, quoi. C'est déjà la première chose à faire. Mais ouais, il n'y avait pas d'espace pour les pères. Parce que Il y avait déjà pas trop d'espace pour la naissance, mais il n'y avait pas d'espace non plus pour le deuil, j'avais l'impression. Et je crois que c'est important aussi, ça, dans l'histoire de place, tu vois. Mm. Parce que bien sûr que j'étais impacté de plein fouet dans cette dynamique-là, quoi. Mm. Et j'ai fait aussi un post, tu vois, dans les croyances aussi des hommes, et après, on va peut-être passer à à la quatrième naissance, qui veut plus, tu vois, qui a une énergie un peu différente. Mais mon exutoire, ça a été l'écriture. Mm. J'avais cette chance aussi. Comme j'arrivais pas, c'est comme si j'ai une part de moi. Je fais beaucoup ce geste, tu vois, dans l'accompagnement. C'est comment je mets à l'extérieur, en fait, des choses qui viennent à l'intérieur, comment les ancre dans le papier pour pouvoir qu'il y ait une part de moi qui puisse regarder, ah oui, il y a une part de moi qui est en train de vivre ça, en fait, dans ce cheminement, quoi. Mm. Et donc, c'est vrai qu'il y a une invitation à faire ça aussi et à exprimer. Donc, tu vois, il y avait des cercles de parole déjà un peu pour les femmes, tu vois. Pour moi, Magic Maman, c'était un peu ça, quoi. C'était informel, mais il y avait un peu des cercles de femmes, quoi. Tu pouvais te co-nourrir. Et des fois, par contre, c'est un peu plombant parce que quand t'as des gens qui restent, tu vois, dans leur deuil, et toi, tu essaies d'en sortir. Bon, il y a tout, bon, voilà, on pourra en parler une autre fois ou autrement, mais moi, j'avais pas de ça. J'avais pas de cercle, pas de, j'avais certains amis à qui j'en parlais et tu touches après des sujets qui sont tellement sensibles et les gens savent pas trop comment se positionner. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que, tu vois, est-ce que, comme tu disais, t'es ému? Et bien sûr, ben, les gens ils se disent, bah ouais, mais si c'est pour que je pleure, et finalement, est-ce que tu vois, alors qu'il faudrait, ah non, mais tu peux pas être joyeuse, c'est ton truc humain en résonance. Finalement, bah, pleurer ensemble, c'est bien, parler ensemble, c'est bien, si ça peut servir, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de bonne manière. Je crois que c'est la présence. Je crois que c'est le fait d'être présent. Et moi, le fait d'en parler, ça m'a aidé. Je crois que vraiment que j'invite ça, si jamais, tu vois, il y a des gens qui nous écoutent et qu'il y a des hommes aussi, le fait d'en parler m'a permis aussi de soulager, en fait, la souffrance qui était en lien avec ça, quoi. Et de l'évacuer, même si, bah, ça fait partie de mon histoire, et c'est, voilà, il y a des choses, il y a des images qui restent ancrées pour moi à vie, mais enfin, comme tu le dis, quoi, tu vois, ça peut être léger, même si ça peut paraître paradoxal, ça peut être léger aujourd'hui, même si dans la traversée, bon, bah voilà, c'était sûr que c'était une autre énergie, quoi, mais voilà. Je pense qu'on pourra faire un épisode entier dédié à ce sujet. Tellement Ouais, bah, c'est hyper il y a des produit, oui, choses. oui, il y a vraiment, Mm. ah ouais, il y a vraiment des choses et il y a plein de choses, tu vois, enfin, quand on parle de tips, et même si c'est de dire, merde, voilà, trouver des tips sur ce sujet, mais oui, mais en fait, faut démystifier aussi la parole sur ce thème. Même si l'idée, c'est, Mm. comme je te disais, je crois foncièrement, c'est pas de se dire, ah ouais, tiens, je vais préparer ça si ça arrive, parce que sinon, Mm. enfin, voilà. C'est pas l'idée. Mais, c'est si t'es dedans ou ou tu connais quelqu'un qui vit cette expérience. Ouais, comment il y a des choses comme ça qui peuvent aussi, faciliter la traversée.
même si la traversée est houleuse et tu vois et orageuse et pluvieuse ou tout un tas de trucs, c'est comment il y a des choses qui peuvent laisser envisager un brin de soleil aussi et te dire ah tiens il y a de la lumière quand même là et j'aime beaucoup le film de Nance Thomasé qui et je choisis de vivre. Je sais pas si tu connais ce film. Il a écrit Non. un film là-dessus sur cette thématique-là d'une de ses copines qui avait vécu la perte d'un enfant et comment entamer ce chemin de résilience. Ça s'appelle Et je choisis de vivre. Et on avait fait un ciné-débat au cinéma et c'est bien fait en fait. Tu vois, c'est vraiment bien fait. Ouais. D'accord. C'est la bonne mesure, la bonne intensité émotionnelle et approche pour moi Mm. de ce sujet. Voilà. Ouais, c'est pas intéressant parce que c'est pas juste comment les accompagner à mieux traverser, c'est aussi comment les accompagner à extérioriser, comme tu disais, parce que en fait, dans les papas que j'ai interviewés jusqu'ici, il y en a, j'ai pas eu de papas qui m'ont parlé de décès après naissance, mais il y a des fausses couches, des avortements pour des raisons médicales qui sont quand même très très douloureux à vivre. Et souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sentent hyper seuls parce que il n'y a Mm. pas d'espace pour en parler. Ils ne savent pas en parler parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'extérioriser leurs émotions. Et en plus, c'est la mère qui physiquement vit cet événement et qui a besoin de plus d'accompagnement, donc ils culpabilisent de remettre l'attention sur eux alors qu'ils devraient s'occuper de la mère. Donc je pense qu'il y a Ouais. vraiment tout un sujet là-dessus. Ouais, je vais finir là-dessus parce que du coup, tu m'as permis, avec tes mots, de retrouver. Après, on va passer à la quatrième parce que je sais Oui, pas, oui. les gens attendent aussi c'est passé à la quatrième, j'espère, tu vois, dans cette série Netflix des naissances, voilà. Et c'est, ouais, en fait, j'ai un Instagram et c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand j'ai vécu cette expérience et après le décès d'Anton, les gens venaient me voir majoritairement, mais vraiment très majoritairement, et en me disant, et ta femme, comment ça va? Mm. Et bien sûr, bah, c'était légitime, quoi, tu vois, mais et ta femme, comment ça va? Mais à un moment donné, enfin, pour moi, c'est comme si, tu vois, je n'existais pas en tant qu'homme dans mon cheminement de deuil. Donc, mais putain, moi aussi, tu vois, j'avais envie de dire, moi aussi, il y a mon fils, en fait, qui est plus là, et je vis le truc. Et ouais, ouais, et souvent, les gens disaient, ta femme, comment ça va? Et Ouais. pareil, j'ai vécu aussi, et j'ai terminé vraiment là-dessus, euh, c'est quand ça s'est passé, en fait, quand il y a eu le deuil, en fait, de il y a eu des moments de il faut que je sois fort, en fait, à cet endroit. Tu vois, il y a des injonctions qui, pour moi, en fait, aujourd'hui, enfin, c'était pas concevable, non, ça n'aurait même pas dû se passer comme ça, mais il y a des injonctions soit fortes qui se sont passées, il s'est passé des choses, Amélie était en sécurité avec ses parents, et là, j'ai pu lâcher, en fait, l'émotion. Et donc, tu vois, il y a même des contractions, en fait, à des endroits, comme des injonctions qui nous rattrapent en tant qu'hommes, dans des modèles d'inconscient collectif, qui fait qu'on est conditionné par des choses et qu'à cet endroit, il faudrait aussi trouver des espaces pour qu'on prenne soin de nous, si tant est qu'on laisse le faire, bien sûr, hein, mais de prendre soin aussi de ça. Quoi. Et qu'il y a une légitimité aussi, tu vois, dans de cette vulnérabilité, qu'on puisse prendre soin de cet endroit. Et donc, Mm. les cercles de parole pour hommes, moi, sont fondamentaux. Et si c'est trop violent de le faire physiquement, bah, il y en a qui sont aussi à distance, quoi, tu vois, et du coup, c'est plus léger parce que tu peux ta caméra, pardon, si jamais, tu vois, t'as une émotion qui monte ou si t'es indisposé à quelque chose, voilà, quoi. Ok, on passe à la quatrième. Oui, on va à la quatrième. Ah, la quatrième naissance. Bah, la quatrième, c'est pareil, c'est une invitation, en fait. Donc du coup, bah, on était dans notre cheminement et c'est vrai qu'on a eu un chemin avec Amélie et qui pouvait surprendre, c'est qu'on a eu un chemin de résilience qui a été assez rapide, on va dire, par rapport à ça, par rapport à l'événement qu'on avait vécu. Et donc, bah, on a fait ouais, ce chemin de résilience tous les deux et à un moment donné, bah, on était avec le préservatif à ce moment-là comme moyen de contraception, puisque bah, avec les déconvenus, avec le stérilet, et puisque ça implique aussi pour Amélie au niveau du corps d'une femme, les stérilés et tous ces trucs-là. Ah, voilà, on va pas faire pas épiloguer là-dessus parce qu'on pourrait faire aussi une heure de podcast sur le stérilet. Oui. Et, et voilà. Et donc, et ben, on a eu un écueil, on va dire, de préservatifs. Et puis voilà. Et puis ben, Orion est arrivé. Donc D'accord. Orion, Combien de temps Orion après? un an après. Un an après. Juste un an. D'accord. Enfin, pas juste un an après. Antoine était né le 15 juillet, décédé le 23. Orion est arrivé le 21 juillet, 5 semaines en avance. C'est-à-dire que dans la dynamique de vie, après chacun projette ce qu'il veut, croit ou pas, croit pas, mais Orion est venu ramener de la vie, alors que normalement il était censé ramener la vie beaucoup plus tard. Il est ramené la vie le 21 juillet, juste un an après.
à un endroit, on avait connu quelque chose qui était voilà, avec une énergie plus sombre à ce moment-là. Et Orion est arrivé. Donc voilà, il est venu mettre de l'énergie de vie à un endroit où c'était pas prévu, ouais, c'est sûr, parce que voilà, on n'envisageait pas, on va dire, d'accueillir un quatrième enfant à ce moment-là. Mais j'aime à dire que la vie a fait que, et nous on était enclins à accueillir ça. Et, euh, et bien sûr, bien sûr, pas forcément bien sûr, mais quand même un petit peu d'appréhension, quoi. Tu vois, les 8 premiers jours, quoi. Comment ça va se passer les 8 premiers jours? Est-ce qu'il va Surtout que là, survivre ce grand il est né un peu plus tôt que il est né prévu, très donc, bas, quoi, tu vois, donc voilà, avec tout ce que ça comporte, voilà, tous ces trucs-là. Bon, après, au niveau pulmonaire, tout ça, tout était OK. Bon, voilà, et puis moi, j'avais un ancrage qui était nettement, tu vois, en tant que père, j'avais un ancrage qui était nettement plus important, quoi, tu vois, et avec toute l'histoire et autres. Et puis ça m'a fait cheminer aussi le descendant parce que ça m'a mis dans une dynamique de cheminement et d'introspection personnelle, de connaissance de soi, de connexion à plus grand que soi, tout un tas de choses. Donc j'étais au-delà de mon mental, au-delà de ma présence physique. Il y avait vraiment quelque chose de moi qui avait évolué dans une dynamique où je me sentais nettement plus présent, quoi, tu vois, et à dire bon, la vie va me présenter des choses, ok, ça marche. J'avais une meilleure connaissance et puis de me réguler, de m'auto-réguler, d'être en lien, enfin tout un tas de choses. Et j'ai pu rester aussi là. Tu vois, j'ai pu rester sur place. J'avais un lit qui était là, présent. Donc j'étais vraiment, je baignais en fait dans l'environnement en fait de la naissance. Et le pot à pot et tu vois, j'en parle, c'est comme s'il y avait quelque chose de moi, tu vois, qui était de dire ah ça y est, euh, je peux vivre en fait ce à quoi entre guillemets je m'étais préparé. Parce que comme tu me disais, tu vois, tout à l'heure, le premier, ouais, ma place de père c'était compliqué, comment l'occuper, enfin tout un tas de choses. Est-ce que je peux enfin, Ambre c'était un peu différent. Anton, j'ai pas pu, d'une certaine manière, j'ai pu, mais c'était très très bref. Et je me dis ouais ça y est là, je me sens vraiment, tu vois, père presque pas avec ma cape et mon truc, mais ouais ça y est, là c'est bon. Bon alors il y a certains se diront bah oui il a fallu attendre le quatrième pour qu'il soit prêt. Tant que ça pouvait plus vite pour les autres. Donc comme je disais, il y a des choses on peut se préparer et puis voilà faire du chemin déjà en amont. Et donc ouais j'avais ça aussi, j'avais cette énergie-là de dire ah je peux incarner le père que j'avais vraiment le sentiment de pouvoir être et je peux le manifester dans la matière, je peux vraiment être congruent par rapport à tout ce que j'ai connu sur mon chemin et ça y est en fait je peux le vivre avec Orion. Et donc du coup il y a un lien super fort qui a été tissé dès le début. Et là quand on parle tu vois des notions d'attachement, enfin bon voilà après je sais pas si les auditeurs connaissent les notions d'attachement et tout ça, mais le lien est d'une densité et j'ai pu le goûter aussi après, quoi. Tu vois, autant Adam et Ambre, ils vont plus vers Mélie quand ils ont des chances, et encore maintenant, c'est un peu différent. Mais Orion, c'était tout de suite, quoi. Il n'y avait pas forcément de différence notoire dans les choses qu'ils vivaient, dans la notion d'attachement entre Mélie et moi, quoi. Même si, bien sûr, après, il y a l'allaitement et tout ça, et je pouvais pas lui donner la doute, comme il disait, et Orion, quoi, tu vois, il voulait la doute, moi, je lui donne pas la doute. Mais mais il y avait ce lien qui était très, très fort. Et du coup, j'ai pu goûter ça, et tu vois, même, je le sens vraiment quand je t'en reparle, quoi. Tu vois, de vivre ce truc, ah, ça y est, quoi. Je suis, enfin, la vie m'autorise, ou je suis autorisé à incarner ce père auquel je crois, quoi. Voilà. C'est hyper intéressant parce que c'est le lien d'attachement, c'est pas qu'une question de lien émotionnel, de un peu abstrait, c'est des choses qu'on voit physiquement parce Oui, quand le lien d'attachement est fort avec le père, on va voir dans son cerveau quasiment les mêmes changements que dans le cerveau des mères. oui. Donc c'est extraordinaire en fait, c'est ton corps qui change par rapport au temps que tu passes avec ton bébé et à ses besoins. C'est C'est fou clair, ça. ça nourrit, et ça nourrit tellement, tu vois, tu as même les taux de testostérone, tu vois, qui Mm. baissent et tout. Enfin, même finalement, on sait pas, mais l'homme, il est câblé, en fait, pour ça, en fait, aussi, quoi. Mm. Son corps, dans l'idée, est câblé. Et s'il veut s'investir, en fait, dans cette relation, Mm. la vie et la nature va faire en sorte que ça va lui simplifier aussi cette entrée en relation, en fait. Ça va le mettre dans les dispositions. Et que forcément, pour la mère, c'est aussi une bénédiction, parce que si l'enfant ne veut qu'être avec sa mère pour tout un tas de raisons, et voilà, oui, enfin, c'est énergivore, quoi, tu vois, et donc Mm. il y a pas d'espace aussi pour respirer, pour se poser, se reposer. Donc forcément, si le père est là, figure d'attachement, que lui, il prend plaisir à être en lien avec son enfant, puis en plus qu'il voit que ça renforce, il y a des choses qui se passent, qui sont fortes émotionnellement, physiquement, et dans la dynamique, mais ça sert tout le monde, en fait. Mm. Ça sert l'enfant, ça sert la maman, et ça sert le père, parce qu'il goûte, en fait, quelque chose du lien à son enfant qui prend une dimension qui est tout autre. Ça prend une intensité, une dimension qui est totalement différente.
Et quand j'en parle, je le vois, en fait, tu vois, ce quatrième père, entre guillemets, qui est toujours moi, mais quatrième père ah ouais, bah, il a goûté quelque chose qui était totalement différent de la découverte quand Adam m'a fait peur, tu vois. Et pour le couple aussi, parce que du coup, s'il y a un Oui, équilibre au niveau de l'attachement, ça veut oui, dire aussi qu'il y a moins de tension, parce qu'il n'y a pas l'histoire de t'es pas assez présent, tu me laisses pas assez de place, parce que voilà, tu vois, oui, c'est tout ça, ça disparaît en c'est- fait. oui, c'est ça, il y a plus cette tension à ces endroits-là. Bon, il y a d'autres trucs dans la vie, voilà, de l'éducation et Bien de sûr. machin, mais peut-être pas. Mais bon, ça, sinon, c'est pas marrant, la vie, si c'est tout plat. Mais, mais oui, il y a ça. C'est de se dire, ah, oui, oui, c'est beaucoup plus fluide, en fait. Il y a Mm. plus de grands débats comme on peut voir, tu vois, dans les articles, dans les machins, l'homme, il est pas là. Et puis c'est surtout que je goûtais ça d'une manière que ça me nourrissait, quoi, tu vois. Mm. Ça me Ouais, je vois. nourrissait vraiment. Ça co-nourrissait, en fait, ça co-nourrissait tout l'écosystème de notre famille. Donc là, tu es au top du top. Qu'est-ce qui se passe encore pour le cinquième? Parce que là, j'arrive plus à imaginer. Et toi, ouais, je sais, des fois, la vie, et ben, tu vois, voilà. Attention, roulement de tambour. Euh, donc du coup, après bascule, préservatif marche pas. On n'a pas, on n'a pas, bon, on pourrait enlever juste quelques mots en fait, voilà, mais on n'a pas envisagé à ce moment-là de moyens de contraception pour moi. C'est vrai on l'avait pas envisagé avec Amélie, on en a même pas parlé et autres. Et puis moi, j'avais pas non plus été, tu vois, j'étais pas non plus éveillé non plus à toutes les incidences que ça pouvait avoir, clairement. Et donc, le premier stérilet, entre guillemets, n'avait pas rempli sa fonction. Le préservatif, ça avait un peu échoué. On s'est dit, bon, voilà, quand même, 4 enfants. Donc Amélie change de stérilet et Elio trouve un chemin. Voilà. Incroyable. C'est-à-dire que Elio trouve un chemin. Je... Tu sais, les trucs avec les blagues avec MacGyver et tout ça, c'est peut-être pas, tu vois, les trucs de cette série, mais Elio a trouvé un chemin. Elio trouve un chemin pour arriver, en fait, avec le stérilet. Mais avec tout un tas, enfin, c'est encore épique, tu vois, je pourrais être encore te faire 1 heure parce que on pensait qu'il était extra-utérin, enfin, la grossesse était extra-utérine, le gars qui veut piquer Amélie, enfin, c'est fait comme ça, mais c'est un peu violent, mais c'est un peu ça, tu vois, piquer Amélie pour dire, bah, c'est bon, enfin, faut pas risquer une grossesse extra-utérine, on va vous injecter quelque chose pour mettre un terme à cette grossesse. Un autre gynéco beaucoup plus expérimenté qui vient regarder, qui dit, ah, là, regarde, il y a une toute petite, il y a une bribe, il voit, c'est comme si tu as un tout petit, une tête d'épingle qui fait, tu vois, si, il est là, c'est bien. Et voilà, et Elio arrive dans cet environnement-là, et nous on dit oui. Et, Combien de temps après? et Elio, lui, est arrivé en 2013, 4 ans après Orion. D'accord. Mais 4 ans après Orion. vous aviez pas envisagé d'avoir un dernier enfant du tout, du coup. Un C'était dernier, pas hein, prévu. c'est ok. Oui, oui. Ok. Non, non, en fait, si tu veux, 3, 4 et 5 n'étaient pas, c'est pas, Hmm. enfin, prévu, tu vois, les termes, c'est toujours délicat, mais Oui. c'est pareil, tu vois, du coup, il y a plein de choses qui me viennent parce qu'Orion, il se demande, bah oui, mais si Antoine n'était pas décédé, est-ce que je serais là, quoi. Tu vois, Hmm. il y a toutes ces choses-là qui viennent. Bon. Et Elio, bon, enfin voilà. Et, euh, et donc, Elio arrive. Ouais, Elio arrive et bon, là, on est bien, bien, bien prêt et on trouve une sage-femme qui veut bien nous accompagner dans un environnement, tu vois, cocoon. C'était une salle, en fait, d'accouchement dédiée dans un environnement médical et où là, c'était la baignoire, tu vois. Bon, qu'on avait déjà connu avant, je vais pas épiloguer là-dessus, mais tu vois, il y avait la baignoire, j'ai pu prendre le bain avec Amélie, tu vois, la soutenir aussi dans ses douleurs. Puis il y avait le ballon, il y avait la manière, elle pouvait faire comme elle voulait, on avait la musique, on a chanté des hymnes, tu vois, il y a une dynamique qui était vraiment très enveloppante, presque. C'était pas un accouchement à la maison, mais il y avait l'environnement entre guillemets d'une certaine manière, à dire voilà pour les et qui était beaucoup plus familial quoi. Et voilà, et Yo est arrivé là, et lui il est arrivé comme Kirikou quoi, tu vois, il est sorti la tête vers le ciel et le truc enfin voilà, et des fois j'aime à dire bah oui, tu te dis 5e enfant, bon bah c'est tranquille quoi, tu vois, t'as l'habitude. Et des fois Elio, je le compare au boss du dernier niveau quoi. Tu sais dans les jeux vidéo, mais en fait il est venu apprendre, mais enfin il m'enseigne tellement mes enfants, il est venu m'apprendre plein de choses en fait sur la vie, sur l'énergie, il m'a fait découvrir tellement de choses. Ouais, il m'a fait cheminer, et enfin je crois que c'est ça quoi. Et du coup ouais, bah, forcément pour la place du père, pareil, l'attachement, c'était très ouais, c'était très fort aussi, une proximité très rapide, très forte, très intense, très épanouissante et, euh, et forcément du coup plus simple aussi pour Amélie. Même si Elio, tu vois, il a d'autres choses, il a pas dormi pendant presque 4 ans, 4 ans et demi, il a eu un RGO, enfin, c'était très éprouvant quoi, physiquement et tu vois, mettre aussi le couple quand tu dors pas, tu vois ce que c'est quoi, tu vois. Avec 3 enfants déjà, oui. Mais voilà, c'est ça. Tu vois, on choisissait les choses simples. Et donc voilà, bah, on a traversé ça, on est toujours ensemble et on est plutôt très épanouis ensemble avec nos enfants et la famille se porte bien.
Donc oui, le cinquième, c'était autrement, quoi. Et donc dans ce cheminement-là, bah oui, après à un moment donné, bah tu te dis, il y a une forme d'expérience, quoi. C'est pas que je sais et je connais ou j'ai une forme de vérité absolue sur la paternité, la vie et qu'est-ce qu'il faut faire. Mais en tout cas, j'ai une expérience et une densité de choses que j'ai expérimentées qui me permettent de conseiller tu vois, de le faire comme ça, quoi. De dire, mon chemin n'est pas le chemin qu'il faut prendre, mais en tout cas sur mon chemin, j'ai goûté plein de trucs qui peuvent aider d'autres hommes dans cette expérience pour qu'elle soit plus fluide, en fait, et sous toutes ses formes, quoi, sous toutes ses formes. Si on fait un peu le retour en arrière, on est parti de la version de toi un peu déconnectée qui fait du marketing en banque, et là, t'en es où? Parce que si tes enfants t'ont appris plein de choses, bah forcément, ça a un peu évolué. Ouais, bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, je suis thérapeute, comme je le disais, et j'accompagne, en fait. Donc, j'accompagne les hommes, les femmes et les enfants. Voilà. Dans une dynamique de pacification intérieure, quoi, de fluidité, tu vois, de mettre de la conscience sur les choses éventuellement qui peuvent nous entraver dans notre vie et trouver une sorte de liberté. Une sorte de liberté à être ce qu'on a envie d'être à cet endroit, de cette manière-là. Donc, il y a vraiment cette invitation à l'introspection, quoi. Et je crois que, bah oui, c'est malheureux, entre guillemets, et heureux, qu'Anton m'ait invité à ça, quoi. Tu vois, c'est d'une cette manière-là qui est en lien avec moi, c'est qu'il m'a permis, en fait, il m'a invité, en fait, à faire ce cheminement d'introspection qui, aujourd'hui, je me sens, oui, beaucoup plus stable, beaucoup plus fort, beaucoup plus ancré, beaucoup plus conscient, et libre aussi d'incarner l'homme que j'ai envie d'être dans des valeurs qui me semblent importantes aujourd'hui. Et c'est ça que j'essaye de rayonner au quotidien, tu vois, dans mes accompagnements et dans mes propositions, que ce soit en individuel ou en collectif. Prochainement, tu vois, il y a une des choses que je propose, c'est des accompagnements en groupe, et ça s'appelle M'aligner mon père et moi. Et donc, c'est comment, tu vois, tu te positionnes en tant qu'homme, en fait, dans dans ce cheminement familial et dans cette histoire, et comment tu prends ou tu occupes ta place, tout en touchant, en fait, les subtilités de ce qui va se passer si tu es père ou si tu vas le devenir, dans les réveils d'enfants intérieurs, dans les réveils de ta propre lignée et toutes ces choses-là. Et puis après, soit en collectif, soit en individuel. En tout cas, voilà. Et les cercles de parole sont importants aussi pour commencer à mettre un pied, en fait, tu vois, tu as évoqué le sentiment de solitude. Je crois que c'est ça que je touche aussi avec les hommes, c'est qu'il y a ça. Un sentiment de solitude, alors qu'on est, on va dire, 3 milliards, 5 d'hommes sur Terre, mais on est quand même seul, quoi. Tu vois, c'est compliqué, quoi. Donc, comment on démystifie ça? Quand tu parles de m'aligner, mon père et moi, ce qui me revient le plus, c'est la question de l'autorité paternelle, parce que on en entend parler encore aujourd'hui des gens très reconnus sur le sujet de la petite enfance, qui viennent dire que le rôle de père, c'est d'être autoritaire, de représenter l'autorité dans la famille. Et donc, toi, comment ça a évolué chez toi? Alors, si tu avais posé la question au Sébastien, papa d'Adam, je te dirais, bah oui, ça fait partie, tu vois, dans mes croyances, ça faisait partie du rôle, au-delà de ramener de l'argent à la maison et tout ça, bah oui, je suis là pour poser la loi, je suis une forme de bras armé qui vient, tu vois, faire obéir et tout ça, quand la maman est dépassée, ou même si je suis pas là, enfin, tous ces trucs-là, quoi. Aujourd'hui, le Sébastien d'aujourd'hui, et même ça a été avant, hein, je veux dire, voilà, dans la dynamique, mais même avec Adam, en fait, tu vois, Adam, jusqu'à ses 7-8 ans, c'était cette énergie-là, et à un moment donné, il y a quelque chose qui a changé, quoi. C'est-à-dire que c'était plus possible, et puis, donc, oui, il y a une dynamique qui est beaucoup plus horizontale. C'est pareil, j'ai un bouquin qui s'appelle Être parent en pleine conscience de John Kabat-Zinn, qui est aussi sur une sorte de livre de chevet, Être parent en pleine conscience, pour se dire comment je vis le lien, en fait, à l'enfant. Et je crois que dans l'autorité, il y a la peur, il y a une peur, en fait, de l'adulte. Et quand tu n'as plus peur de ton enfant et quand tu n'as plus peur de toi, tu peux commencer à construire quelque chose d'horizontal. Et cette horizontalité ne veut pas dire que c'est l'enfant qui va prendre le pouvoir, enfin toutes les notions. Enfin ça c'est pareil, on peut faire un podcast, enfin je peux en parler pendant 4 heures. Tant pis pour les autres, mais ils peuvent couper toujours s'ils veulent plus envie de m'entendre. C'est que oui, je crois que tu peux construire une relation vraiment horizontale, tout en gardant la notion d'être bienveillant avec toi-même, au-delà d'être bienveillant avec l'enfant, parce qu'il y a tous les débats sur l'éducation bienveillante et tout. Donc oui, aujourd'hui, moi j'ai une belle relation avec mes enfants qui me convient très bien. Je me sens pas bouffé par eux, j'ai pas d'enfants tyrans, je suis pas autoritariste et je suis content que ce soit comme ça. Et mes enfants n'ont pas peur de moi.
Et comme mes enfants n'ont pas peur de moi, dans leurs expériences de vie, où je suis pas forcément toujours d'accord, mais néanmoins, ils savent me trouver quand ils se disent, ah ouais, là, j'aurais besoin d'un coup de main de papa, ou il y a quelque chose qui me travaille, quelque chose où je suis en galère pour tel truc. Ils peuvent venir me voir, et ils savent que cet endroit, si c'est ok pour moi, je vais les accompagner, je vais les aider. Et je vais pas les rabrouer, leur dire, oui, mais moi, je suis l'adulte, je sais ce que c'est que la vie. Toi, tu sais pas parce que t'es petit. Donc voilà, le chemin de vie de chacun est propre. Donc je peux leur donner des conseils, ou leur dire voilà moi comment je vois la vie aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qu'est la vie pour eux ou ce que sera leur vie, mais je peux les accompagner au mieux. Tu vois, quand on parlait de traverser tout à l'heure, ils savent qu'ils peuvent avoir une main tendue dans leur expérience de vie. Bon. Donc ils n'ont pas peur. Et j'ai vécu des choses très fortes, très intenses dans l'expérience de vie de chacun. Et de toute façon, s'il y a quelque chose qui est illusoire, c'est de croire que si tu fais peur à ton enfant et si tu as l'impression de le contrôler même quand il n'est pas à côté de toi, il va pas faire les choses que tu veux pas qu'il fasse. Il vivra l'expérience qu'il veut vivre au moment où il doit la vivre. Et c'est pas en lui faisant peur qu'il va pas le faire. Et ça peut me mettre contre-productif parce que voilà. Et tu vois même l'adolescence vraiment après voilà. Tu vois même l'adolescence, je ne crois pas aujourd'hui à cette rébellion profonde et ce truc de casser la relation à l'adolescence. Bien sûr que c'est une période particulière parce que c'est toute une dynamique hormonale et puis une dynamique aussi de connaissance du groupe et autres et de séparation des parents. Mais moi, j'ai pas vécu quelque chose de violent avec mes enfants. Ils ont su se détacher, ils ont su faire leur vie d'ado. On les a sentis aussi, voilà, en confrontation. Mais ça a été, je crois, beaucoup plus léger qu'un truc frontal, qui est violent, qui est intense, qui peut être une séparation, qui peut être parce qu'il y a quelque chose qui a été construit en amont, qui est d'une autre couleur que celle de l'autoritarisme et que tu as l'impression que tu peux contrôler tes gosses et que c'est une illusion. Et que c'est pas pour moi pas le bon chemin, quoi. Même s'il faut que je prenne une position sans juger ceux qui le font, parce que moi, avec Adam, j'étais parti comme ça, quoi. Mon indicateur aujourd'hui, c'est la qualité de la relation. Est-ce qu'on a joie à être ensemble? Est-ce qu'on se nourrit quand ça? Est-ce qu'on se marre? Ça, c'est la qualité de la relation que j'appelle. Et puis, est-ce que chacun est libre de le vivre ou pas, s'il en a envie? S'il n'a pas envie, est-ce qu'il est libre de le dire? Et c'est ça que j'appelle, moi, mon indicateur phare aujourd'hui, c'est ça. Je réveille tellement de sujets, tu vois, voilà, il y a vraiment tellement de choses. Dernière question. Si tu pouvais envoyer un message à ta version de toi qui n'était pas encore papa, ce serait quel message? J'ai le droit de lui dire plusieurs choses. Je lui dirais échange avec des pairs, enfin PIRS et pairs, voilà, pour goûter l'expérience des autres et de toucher un peu ce que ça fait, ce que ça peut impliquer en fait, d'être sur le chemin de la paternité. Je lui dirais renseigne-toi. On sait jamais trop comment ça va se passer de manière avec certitude, mais renseigne-toi quand même sur des choses qui sont tangibles, du vocabulaire, voilà. Et prends conscience aussi que tu as une place en fait dans cette expérience de vie. Tu peux choisir de prendre cette place, d'occuper cette place auprès de ta compagne, et goûte aussi ce que ça peut faire chez la femme, enfin chez ta compagne, ce que ça va impliquer pour elle, quoi. Parce que si tu touches ça, tu seras plus à même de répondre et d'être présent aux besoins et de soutenir, de faire partie de l'aventure, que si tu restes dans une forme d'inconscience et de distance. Et tu vivras du coup une expérience qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus intense et beaucoup plus nourrissante pour toi et pour tout l'écosystème de ta famille. Ouais, je dirais ça, c'est pas mal. J'espère que tu m'as entendu, Sébastien. Bah, merci beaucoup. Ouais. Bah, je pense que du coup, c'est des messages hyper intéressants à faire passer à ses enfants, notamment parce que tu as des garçons, donc c'est précieux. C'est ça, oui, 5 enfants, 4 garçons. Enfin, bon, il y a des choses à faire dans la transmission. Merci, un grand merci, Susanna, pour cette parole que tu ouvres aux hommes. Et voilà, et j'espère que ça inspirera d'autres hommes à s'autoriser, en fait, à poser et déposer leurs paroles. Et puis, ouais, merci pour ce que tu fais aussi pour les hommes, parce qu'en faisant ça, on contribue aussi à agir aussi pour les femmes et les enfants. Oui, c'est ça. Pour moi, je suis convaincue. Ensemble. C'est ça. Ensemble. Je suis convaincue qu'un père mieux préparé, c'est une mère qui va mieux, un couple qui va mieux, une famille qui va mieux, un enfant qui va mieux. C'est ça. Je vais mettre dans le descriptif de l'épisode le livre dont tu as parlé, le DVD aussi, sur Je choisis de vivre, c'est ça? Ouais, et je choisis de vivre. Et je choisis de vivre. Je choisis de vivre, voilà.
C'est Nuit et Culottée, tu les vois les deux gars qui font cette émission ou pas? Ça te parle, Nuit et Culottée? Non, Non. j'avoue que j'ai pas beaucoup de culture. Ça fait des années que ça dure, ce truc-là. C'est deux potes en fait qui partent à poil à un endroit et qui se donnent l'objectif d'arriver à un autre endroit pour vivre une expérience de vie. D'accord. Tu les vois? Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Et donc Monty Massey, en fait, il a réalisé ce film pour une de ses amies en fait qui avait vécu la perte d'un enfant. D'accord. Et en fait c'est beau, même si le thème est dur, tu vois, et intense et profond, mais le reportage est beau. C'est pas plombant. Enfin voilà, c'est difficile de mettre ces mots-là sur des trucs quand c'est la mort d'un enfant, mais c'est pas plombant, tu vois. Ça note une note d'espoir. Il y a une forme d'espérance de se dire ok, on peut continuer de choisir de vivre et de goûter ça, même si on a vécu ça, et on peut encore avoir envie d'être là en fait, même après cet événement. Merci, c'était chouette. Mais ouais, ça m'a permis de regoûter des intensités de vie, tu vois, dans les accouchements et dans le cheminement. C'était beau aussi pour moi. Merci pour ça. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de liens avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt.